Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Elle a adopté un chien dans un refuge et celui-ci avait plusieurs problèmes de comportement. Elle a donc commencé à s'intéresser à la psychologie canine. Elle a suivi des cours avec le docteur Joël Dehaas, qui est vétérinaire comportementaliste, dis-je, en Europe, qui est un documentaliste de l'obéissance. Donc, elle part son entreprise « J'aime ton chien ». Il dit que lorsqu'elle fait ce métier, cela lui demande beaucoup d'empathie envers les maîtres, puisque parfois, c'est difficile pour eux au niveau de l'obéissance de leur chien. Elle doit comprendre qu'ils essaient depuis longtemps et que ce n'est pas toujours facile. Elle affirme aussi qu'il faut toujours être en mesure de se mettre dans la peau du client, et cela n'a pas toujours été facile, mais c'est ce qui permet au final d'offrir un service qui est adapté aux besoins du client. Maryse Chauvette, bienvenue à Fibre E. Merci. C'est le fun de te recevoir. C'est pas un parcours habituel. C'est différent. C'est totalement un métier différent. C'est pas tous les jours qu'on rencontre une comportementaliste qui étudie le comportement chez le chien. On le dit bien. Ça dit « j'aime ton chien ». Oui. Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé comme ça? Est-ce que tu t'es toujours vu entrepreneur ou c'est arrivé? Bien, c'est un petit peu arrivé. Je cherchais où je voulais me lancer. Je ne savais pas trop encore. J'ai été au cégep. J'ai étudié en imagerie médicale, donc qui n'a pas du tout lien avec les chiens, mais j'ai toujours aimé les animaux. J'ai adopté mon premier chien. J'avais 22 ans environ, là, donc c'est un peu ça qui m'a amené à m'intéresser davantage là, au comportement canin parce qu'on voulait faire une bonne action. Donc, effectivement, on l'a pris dans un refuge, mais elle avait beaucoup de problèmes de comportement, donc elle grognait après moi et je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait, comment intervenir. Et j'ai suivi différents cours avec un maître chien pour commencer. Puis, je voulais en savoir plus sur les différentes techniques qui existaient. Donc, j'ai suivi une première formation à l'École des intervenants en comportement canin du Québec, qui n'était pas assez complète à mon avis parce qu'il y avait toujours des choses à savoir et mon but, bien, c'est vraiment de toujours davantage apprendre, comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête du chien, donc au niveau psychologique, au niveau aussi comportemental. OK. Et là, il te vient l'idée de dire, bien, pourquoi moi, je n'aiderais pas d'autres personnes qui vivent des problématiques avec leur chien? Exactement. D'où là partir ton entreprise. Oui, puis c'est que j'aime aussi beaucoup développer une complicité entre l'humain et son chien. Donc, de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête de notre chien, ça nous permet de pouvoir justement adapter nos ressources là, à travers les interventions qu'on veut faire avec notre chien. Quand on part une entreprise comme la tienne, inévitablement, ça ne prend pas nécessairement de locaux. Ou Non, ça en prend un? Non, pas nécessairement. En fait, quand j'ai démarré l'entreprise, on a commencé à faire des consultations, des services de promenade, gardiennage, des consultations directement dans le domicile de nos clients, ce qui fait en sorte que l'animal n'est pas dérangé au niveau comportemental parce qu'il est à l'aise dans son environnement. Parfois, quand on sort l'animal de son environnement, bien, il est plus timide, plus gêné, il montre moins ses comportements comme il les fait à la maison, comme à domicile. Alors, ça nous permet de pouvoir intervenir efficacement sur les comportements qui sont présents dans le domicile de nos clients. Un chien qui regarde la télé, ça ne doit pas être évident à maîtriser, ça? Un chien qui réagit quand il regarde la télévision. Il réagit quand il voit d'autres chiens et tout ça, puis il va aller les voir. Fait que ça ne doit pas être évident non plus. Oui, exact. Bien, c'est ce qu'on appelle, au niveau de ces comportements-là, c'est ce qu'on appelle la réactivité. Donc, il y a différentes sortes de réactivité qui existent. Il y a la réactivité en laisse, qu'on va observer chez un chien qui jappe quand il voit d'autres animaux, mais qui est en laisse pendant la promenade, par exemple, qui va avoir des interventions spécifiques qu'on va mettre en place pour ces problématiques-là. On va avoir d'autres chiens aussi qui vont réagir, comme par exemple à la télévision quand ils voient d'autres animaux. À ce moment-là, l'intervention va être beaucoup plus ciblée au niveau de l'autocontrôle qu'on veut mettre en place avec le chien. Il faut voir, est-ce que le chien a peur? Est-ce que le chien est trop excité? Donc, il est content de voir d'autres chiens.
Alors, notre rôle, ça va être de regarder son historique pour pouvoir établir, bon, est-ce que le chien est content? Est-ce que le chien a peur? Est-ce qu'il y a des expériences traumatisantes dans son passé qui peut expliquer les comportements qu'on va observer? Ensuite, on va regarder au niveau des jappements. Est-ce que les jappements, c'est des jappements de peur? Est-ce que c'est des jappements de frustration? Il y a une différence entre les deux. Quand un chien a peur, généralement, les jappements vont être courts, vont être rapprochés. Donc, wouf, 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 comme un chihuahua, par exemple. Quand il y a une frustration, donc le chien est juste content d'être content, les jappements vont être plus espacés. Donc, comme un bouvier qui est content de voir de la visite arriver. Je t'ai emmené dans cette dynamique-là parce que je voulais comprendre toute l'ampleur de ce que tu as à apprendre, parce que les comportements sont tellement variés d'un chien à un autre, et toutes les clientèles que tu reçois, que tu vois, que tu visites, bien, on se rend compte que les maîtres ne sont pas tous au même niveau, ne comprennent pas tous, évidemment, ce que toi, tu comprends de l'intelligence canine, mais pour en faire un métier comme tu en as fait de ton côté, ça demande aussi une forme d'équilibre au niveau de ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Oui. Parce que tu pourrais faire ça à journée longue. Là. Les gens veulent te voir le week-end, ils veulent te voir le dimanche, ils veulent te voir les soirs, le jour. Oui. Comment tu fais pour équilibrer tout ça? Bien, c'est sûr que les horaires d'éducateurs canins sont tout le temps variables. Ça demande de la flexibilité parce que je travaille la fin de semaine, je travaille les soirs, je travaille le jour. Puis j'ai aussi une famille à travers tout ça. J'ai 3 enfants, donc je dois apprendre à avoir un équilibre. Donc, il y a des journées précises dans la semaine que je travaille. Il y a une journée la fin de semaine que je vais travailler. Il y a le soir aussi il y a certains soirs que je travaille. Ça a été difficile, ça, au début de ma carrière, parce qu'au début, quand on commence, on a peur de ne pas en avoir assez ou... Donc, ce qui fait qu'on a tendance à accepter des horaires de travail qu'on n'accepterait pas nécessairement d'emblée. Comme par exemple, j'ai eu une cliente qui me disait, bien, j'ai de la disponibilité juste le jeudi soir. Et jeudi soir, habituellement, je suis avec mes enfants. Donc, mais maintenant, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à travers mon parcours d'entrepreneuriat, à me respecter, à respecter les horaires qui sont importants pour moi, pour trouver un équilibre, pour éviter que j'ai de la frustration parce que je vois pas assez mes enfants ou que je veux vraiment offrir une espèce de qualité de vie pour tout le monde. Donc, maintenant, mes horaires sont stables, sont précises. J'ai des soirs que je travaille mon dimanche, mais il y a un équilibre qui est là pour avoir une vie familiale qui est plus saine. Quand tu as débuté et tu t'es dit, OK, je me lance, j'aime mon chien, puis là, paf, je pars à mon entreprise, est-ce que tu as eu besoin de mettre beaucoup de publicité? Parce que les gens qui nous écoutent se disent, bien, comment tu fais pour faire connaître ton entreprise? Ça prend quand même un certain budget. Là. Il y a les gens qui y vont via les réseaux sociaux. Mais comment ça a fonctionné de ton côté? Dans les débuts, nous étions une équipe. Il y avait des sous-traitantes qui travaillaient pour nous aussi parce qu'il y avait un service de promenade, de gardiennage. Les horaires, évidemment, de promenade, gardiennage, c'est la fin de semaine. Okay. Souvent. Le gardiennage, surtout. C'est pour ça qu'il n'y en a plus maintenant non plus parce qu'on voulait offrir un petit peu plus une stabilité. On a diminué le personnel. Le personnel. Parce que les sous-traitants étaient là principalement pour le service de promenade, de gardiennage. Donc, en enlevant ces services-là, bien, ça fait qu'on a un horaire qui est peut-être plus adapté à une vie familiale. Puis c'était ça l'objectif. C'était des choses que je voulais pas faire, donc je les donnais en sous-traitance parce que j'avais peur de perdre possiblement de la clientèle. Mais finalement, en réduisant les services qu'on offre, donc en spécialisant au niveau de consultation comportementale, consultation éducative, cours de groupe, bien, ça permet de pouvoir peaufiner un peu plus l'horaire. J'ai perdu la question. Est-ce que c'est possible de me la répéter? En fait, ce que je disais, c'est que la conciliation travail-famille, Oui. tu sais, tu voulais avoir un équilibre parce que c'est toujours difficile de dire à quel endroit on tire la ligne. Tu es en affaires, tu t'es parti en affaires, tu vis de ça, tu as un revenu qui est généré par ça, et là, tu as des demandes qui arrivent, mais les gens n'ont pas nécessairement le respect de ton horaire, mais plutôt le respect de leur horaire à eux. Ils veulent que tu sois flexible pour eux. Donc, autant un dimanche matin qu'un samedi. Et là, tu m'expliquais que tu avais réussi à trouver une conciliation un peu entre les deux en éliminant certains services, en éliminant des sous-traitants, de façon à te concentrer sur la portion comportementaliste.
qui m'intéresse vraiment, finalement. C'est celle-là que tu veux. C'est celle-là qui qui m'intéresse. Puis au niveau de comment on s'est fait connaître, c'est beaucoup du bouche à oreille. OK. Du bouche à oreille, j'ai eu aussi, ce qui m'a aidé beaucoup à nous faire connaître, c'est j'ai eu des clients qui étaient dans le domaine canin, donc des techniciens en santé animale. Qui te référaient, dans le fond. J'ai été référée par des cliniques vétérinaires. J'ai aussi conçu des petits dépliants sur la réactivité que j'ai emmenés dans plusieurs animaleries. Donc, il y avait 20 animaleries et vétérinaires qui avaient des pamphlets sur la réactivité, chose qu'il n'y a pas vraiment. Donc, j'ai essayé d'innover. Puis c'est ça qui a fait en sorte que plus on innove, plus on ajoute de la nouveauté. J'ai fait des formations en ligne qui sont disponibles pour mes clients. Donc, c'est accessible au niveau du budget. Ça permet d'aller chercher une clientèle qui n'a peut-être pas nécessairement les moyens d'avoir un éducateur canin qui vient à domicile, avec du contenu qui est pertinent, qui est intéressant, qui est à jour. Puis, ça permet aussi d'aller chercher une clientèle qui est plus au travers du Québec. Mais après, à travers le bouche à oreille, les publicités sur les réseaux sociaux, avoir une page active, démontrer ce qu'on est capable de faire en consultation. C'est quoi les bénéfices aussi d'avoir une consultation à domicile? Bien, ça fait que tout ça, bien, ça active le bouche à oreille et finalement, ça installe un roulement aussi, là. Quand tu regardes le parcours que tu as fait avec J'aime ton chien, là, est-ce que tu referais le même parcours aujourd'hui ou tu le ferais différemment? Bien, ça, c'est une excellente question. Puis c'est une question un peu philosophique, hein, dans le sens où on peut aller d'un sens et de l'autre. Mais même au niveau de mon parcours personnel, je ne changerais aucun élément. On ne peut pas dire que le parcours il est parfait, il n'est pas parfait. On n'a jamais aucun parcours qui est parfait. Mais de changer un élément, ça fait en sorte que tout l'apprentissage qu'on a jusqu'à maintenant, il n'est plus le même. Donc, si je dis, par exemple, en 2022, bien, j'ai eu une pension canine où on avait un projet en Mauricie où les chiens étaient lousses avec nous à l'intérieur comme à l'extérieur. J'avais 33 chiens qui vivaient en meute avec moi, plus 16 chiens de rescue de haute dangerosité. Bien, c'était vraiment difficile au niveau de conciliation travail-famille parce que j'étais censée faire 4 jours de 10 heures. Finalement, je me ramassais avec 128 heures par semaine à dormir là-bas, mais plus ou moins dormir parce que les chiens, des fois, sont Tu n'avais pas une bonne conciliation rendue là. Non. Fait que t'as dû t'adapter. Donc, j'ai mis fin à ce projet-là, qui était un beau projet. Par contre, est-ce que je dirais que je le regrette puis que je le referais pas? Non. Parce que j'ai travaillé avec des chiens de haute dangerosité, donc je sais comment faire des réhabilitations de haut niveau. Puis j'ai travaillé avec des chiens qui vivaient toujours ensemble, ce qui fait que le jeu entre les chiens, bien, je suis capable de l'identifier. Je suis capable de prévenir une intervention avant qu'il y ait une agression. Je suis capable d'introduire des chiens entre eux sans avoir d'inquiétude. Donc, dans le fond, le parcours que tu dis, que tout ce que tu as vécu comme parcours était essentiel à mieux te connaître aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et être en mesure de faire de meilleurs choix pour ce qui te convient à toi pour la suite. Avoir davantage d'expérience sur le terrain pour pouvoir m'adapter facilement en fonction de mon client, donc le chien en soi, puis des attentes de mes clients humains aussi. Écoute, à t'écouter, c'est fascinant, c'est le fun, c'est de voir le parcours que tu as fait puis ce que tu as lancé comme entreprise. Bravo. On te souhaite longue vie à J'aime ton chien. Merci beaucoup d'avoir été là, Marie. Merci de l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. À bientôt, tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Fébreux.